Mesdames et messieurs, bonsoir. À tous ceux qui vont visionner cette interview, je vous remercie d'être ici. J'aimerais vous parler de ma vie ici aux États-Unis et puis vous donner une idée. Récemment, il y a eu des élections à mi-mandat et peut-être parler un peu de ça. Je m'appelle Jibril Oumarou, je suis consultant en business. Je travaille pour l'Université de Maryland en tant que consultant. Et ma vie, mon parcours, j'ai commencé mes études primaires au Niger, naturellement, à Harobanda, plus précisément à Lamorde. Je fais l'école primaire de Lamorde. Je me souviens encore du temps où on nous amenait du lait, des fromages, le bon vieux temps, quoi. Et vous savez, si on goûte au yaourt ou à ces fromages-là, on veut vraiment bosser très dur pour que demain, on soit capable soi-même de s'en procurer. Parce que ce sont des aides, ce sont des dons. Donc ça m'a motivé, hein, je sais que c'est un peu rigolo, mais ça m'a motivé à étudier. Et puis il y avait bien sûr la pression à la maison, la culture, la famille, les parents qui motivent, les amis. Donc bref, je fais mon certificat de fin d'études de premier cycle dans cet établissement. Après quoi, je fais le chez Genève. Et il y a eu un peu de turbulence vers la 4e, la 3e, mais Dieu merci, je me suis retrouvé au quartier Dar es Salaam, chez ma grand-mère où j'ai fait le brevet. Et après quoi, j'ai passé à la mission catholique, le club. Et c'est là-bas que j'ai décroché mon bac, avec mention s'il vous plaît. Et là, je me suis transporté en Occident, plus précisément à Washington DC, où j'ai fait ma formation de 4 ans en journalisme, spécialité journalisme écrit. Et pendant ces 4 ans-là, j'ai séjourné au Niger 2 fois, à 2 reprises, où j'ai fait des stages chez Mamanabou, au journal Le Républicain. Je suis passé à la radio en famille en tant que collaborateur pour donner des informations, ce qui s'est passé ici. J'ai milité à DC pour une organisation socialiste qui faisait la promotion des droits de l'homme, de la justice, son credo. Donc j'ai travaillé avec eux en tant que volontaire. Et je me souviens encore de la marche contre la guerre d'Irak que nous avons menée dans les rues de Washington DC. Bref, j'étais un peu engagé, et je travaillais, et voilà, donc j'ai décroché ma licence en journalisme. Et là, je me suis retrouvé à Atlanta, en Géorgie, pour travailler dans une compagnie de transport aérien. Plus tard, je suis revenu donc à Washington DC, surtout dans la banlieue, à Maryland. Et je me suis installé à Baltimore, où j'ai continué ma formation et avoir ma maîtrise en administration publique. Et je me suis spécialisé dans la gestion des ONG, la gestion des organisations non gouvernementales. Et du coup, j'ai décroché un boulot avec une organisation caritative à Baltimore. Après 1 an et demi, je me suis retourné à l'école pour cette fois-ci m'inscrire dans la formation en administration publique, faire un master's, un deuxième master's. Et du coup, j'ai décroché un boulot à l'Université de Maryland, qui est une grande université de recherche publique. Et c'est ce que je fais présentement. Donc, je suis consultant en business. Maintenant, à part ma carrière professionnelle et mon cursus universitaire,
Je suis passionné de politique, je suis passionné de géographie, de démographie, des études sociales, à résumer. Donc, le deuxième volet de cet entretien, je vais vous entretenir sur la politique africaine vue de quelqu'un qui est de l'Afrique. C'est vrai que nous sommes dans vers la fin du deuxième mandat du président Obama. Les Africains, on les entend souvent, ils sont soit déçus de ce que le président Obama a fait, ou ils continuent il y a d'autres qui sont encore optimistes avec les 2 ans là qui restent. Donc je vais vous donner la vision qui est la mienne, mon expérience à partir d'ici. C'est pour vous dire simplement que le fait que le président Obama soit d'origine africaine et d'un père kenyan de surcroît ne veut pas nécessairement dire que les choses vont changer. Et puis ça, on l'a dit depuis longtemps que le président était élu pour servir le peuple américain et non pour l'Afrique. Donc c'est vrai que pour la première fois, il a fait un sommet extraordinaire à Washington DC où il a invité tous les pays africains, comme le sommet France-Afrique, donc un sommet USA-Africa qui s'est tenu au mois d'août dernier. Ça, c'est une première. Et avec Ebola aussi, le président a engagé des troupes et puis des contributions financières. Donc, c'est pour vous dire que il a été un peu actif sur ce plan-là. Mais la chose que les Africains ou bien ceux de l'extérieur ne voient pas, c'est que le président n'avait pas vraiment une grande marge de manœuvre parce qu'il était, entre guillemets, étranglé par les républicains. Bien que le Sénat à un moment soit par une petite majorité démocrate, le président n'avait pas les marges de manœuvre. Donc, soit il présidait par décret, ou alors c'est les confrontations entre lui et les républicains au niveau du Sénat américain et au niveau de la Chambre des représentants. Donc, il a essayé de faire des réformes, la réforme sur la santé qui a été un succès du moins mitigé. Il a mis fin à la guerre en Irak et en Afghanistan, ce sont des promesses qu'il avait faites. Et le troisième volet, c'était la promesse sur l'immigration. Il a voulu réformer le système de l'immigration aux États-Unis parce que c'est un débat passionnant et passionné. Et là, encore, il s'est retrouvé en face des républicains qui disent niet, ils ne veulent pas voir que le président bouge une seconde là-dessus et qu'il arrive à légaliser les 12 millions des immigrants qui sont actuellement dans ce pays et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est sur ces points-là que les débats s'articulent aujourd'hui. Mais l'un dans l'autre, comme je l'ai dit, le président a promis de signer un autre décret pour légaliser au moins 5 millions de ces 12 millions-là qui se trouvent dans ce pays. Et ça a enflammé, entre guillemets, les républicains qui pensent que le président est autoritaire, qui vont jusqu'à même dire que le président n'est pas encore là pour défendre une fois de plus les intérêts américains, mais qu'il a d'autres idées du type socialiste, très libéral, qui n'écoute pas, qui ne fait pas de compromis, etc., etc. Donc, voilà ce qui se passe. Mais, dans la foulée, encore sur le plan international, et je vais finir avec ça, il y a eu ce qu'ils appellent ici ISIS, c'est-à-dire l'État islamique au Levant. Donc, avec la fin de la guerre en Irak, sans que l'armée irakienne ne soit vraiment capable de continuer, ce que les Américains ont laissé. Donc il y a eu des mouvements djihadistes qui se sont créés un peu partout, avec la guerre en Syrie aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui
le Moyen-Orient n'est pas du tout contrôlable. Alors, le président a montré des signes de je ne vais pas dire de faiblesse, mais il a voulu trop prendre, il n'a pas voulu prendre le risque et aller seul encore se lancer dans une autre guerre. Il a menacé en fait le président Bachar al-Assad de la Syrie de ne pas continuer à piétiner, si vous voulez, le droit de l'homme. Et lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces pauvres enfants qui ont été gazés, avec la timidité, ou bien je vais dire le fait que le président Obama n'a pas agi, n'a pas tenu sa promesse, sa menace, n'a pas envoyé l'armée américaine en Syrie. Donc les républicains ont vu en cela comme un signe de faiblesse. Et donc c'est pour vous dire que l'un dans l'autre, je pense que la politique américaine en général a été, du président Obama, de l'administration Obama, a été très mitigée. En Afrique, chacun y part avec son commentaire, mais il est clair que bon, il n'a pas été aussi efficace qu'on le voulait. Hein. Ça c'est connu d'avance. Sur le plan international, il n'a pas eu de marge de manœuvre compte tenu donc de la position de la Syrie qui supportait la Russie qui supportait donc la Syrie. Et vraiment, il fallait qu'il marche sur une trajectoire qui est aussi où vraiment la moindre erreur pouvait enflammer toute la région. Donc le président a pris des décisions et parmi celles-là de ne pas intervenir, en tout cas de ne pas envoyer des troupes américaines en Syrie. Et donc on était dans cette impasse lorsque l'État islamique a commencé, les djihadistes qui, je vais dire, ont été formés en Irak, parce que lorsque l'Amérique s'est retirée en Irak et récemment en Afghanistan, il y a eu tout un désordre où le gouvernement al-Maliki ne pouvait pas tout contrôler. Donc ces djihadistes-là ont créé un mouvement terroriste et avec la décapitation des Occidentaux et surtout américains, les républicains ont vu des signes de faiblesse du président. Et c'est pour cela donc le président est allé au Congrès demander une intervention, ne serait-ce qu'aérienne, pour contrer ces mouvements djihadistes. Et c'est ce qui fait les troupes américaines bombardent actuellement les combattants islamistes. Pour finir, je vais dire, à mon avis, pour quelqu'un qui est ici, qui observe d'une manière très claire ce qui se passe, je pense que c'est ce que les gens ignorent. Le président n'avait pas vraiment toute la marge de manœuvre qu'il fallait. Au niveau du Congrès, ça ne passait pas bien. Les lois, les réformes que le président a voulu faire passer étaient très controversées. Je vais vous donner les trois plus importantes promesses que le président avait faites lors de la campagne. Donc, il a voulu faire la réforme de la santé, ce qui fut fait, mais encore avec beaucoup de zizanie. La réforme sur comment on appelle ça, la promesse de faire revenir les troupes américaines. Là encore, quelques républicains étaient réticents, comme quoi il ne fallait pas laisser partir de l'Irak, partir d'Afghanistan et laisser cette zone-là tomber dans les mains des djihadistes. Et la troisième réforme, c'est celle de l'immigration. Et sur ce point, le président vient de signer un décret. En fait, il a fait un discours où il va signer un décret pour réformer l'immigration. Vous savez, l'immigration, il y a 12 millions d'immigrants dont l'écrasante majorité sont des latinos qui se trouvent dans ce pays. Et parmi ces 11 à 12 millions d'immigrants, il a voulu donner à quelques 5 millions d'immigrants des facilités, c'est-à-dire d'avoir les papiers, sinon d'avoir même la nationalité, pour que l'Amérique puisse profiter de ces gens-là. Parce que vous savez,
chaque immigrant qui travaille paye des impôts, ainsi de suite. Il y a d'autres qui sont très avancés dans l'éducation des intellectuels. Donc, bref, c'est un atout pour le pays, c'est un atout pour l'économie. Et là, comme je l'ai dit, c'était une promesse et le président a signé un décret dans ce sens. Donc, c'était la dernière réforme que le président avait promis. Et là encore, les républicains ont tout de suite refusé ou se sont révoltés parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment des immigrants, parmi lesquels il y a des, il faut le dire, des criminels, peuvent avoir des chances à être régularisés. Donc, c'est là où nous sommes en ce mois de novembre 2014. Et tout dernièrement, il y a eu des élections à mi-terme. Le Parti démocrate a perdu les élections. Et on dit souvent que les républicains ont gagné, mais moi je dis que c'est surtout les démocrates qui ont perdu, les républicains n'ont pas gagné. Parce que personne n'épousait l'idée et la politique des républicains. Mais les réformes controversées, la façon dont le président Obama a approché quelques sujets aussi importants que l'immigration, la sécurité sociale, voilà, la sécurité sociale, la santé, la réforme de la santé, c'est le mot que je cherchais. Donc la façon dont il a approché ces idées-là n'était pas aussi populaire. Donc c'est ce qui a fait que les démocrates ont perdu, je vais dire le Sénat, et même quelques gouverneurs, les républicains ont pu gagner donc des gouvernorats à travers le pays. Donc voilà, je vais conclure en disant que le président Obama s'est vraiment impliqué, il a tout essayé, mais compte tenu donc de la machine républicaine qui est en face de lui, il ne pouvait pas faire mieux. Donc les Africains doivent comprendre cela et je suis sûr que ceux qui sont informés savent très bien et que pour nous, le fait que Obama, un métis, un noir, soit à la tête des États-Unis, c'est déjà un avantage. Donc essayons d'être fiers du fait qu'il soit là. Ce n'est pas tout pays qui peut le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer cela en France? Voilà, donc voilà ce que je voulais amener comme contribution en ce jour-ci. Je pense que l'analyse et le diagnostic que je viens de faire permettra à nos jeunes, aux jeunes Africains, aux jeunes Nigériens de comprendre et d'apprécier l'évolution politique et la politique africaine du président et de l'administration Obama. Je vous remercie. Une fois encore, c'est Jibril Oumarou et je vous embrasse. Merci, à très bientôt.